C'est l'heure de notre second débat tout de suite. Toute cette semaine, vous le savez, on a décortiqué les enjeux de la rentrée pour l'exécutif, énergie, assurance chômage, planification écologique. On parle de la diplomatie d'Emmanuel Macron, de la place de la France dans ce nouvel ordre mondial tout de suite. Et donc la stratégie diplomatique du président de la République pour commencer avec Audrey Petaz. C'est un exemple concret de la stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron. Il assume ouvertement de dialoguer avec tout le monde, même Vladimir Poutine. Et il ne faut céder à aucune forme de fausse morale qui nous impuissanterait. Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler et à être membre de l'OTAN, dois-je le rappeler, et à parler à la Russie? Son ambition, faire de la France une puissance d'équilibre. Cette notion de puissance d'équilibre, elle renvoie à cela, à cette idée que la France est une puissance avec qui on peut dialoguer. Il faudrait se tourner vers la France pour régler des conflits, ce qui n'a pas l'air d'être une franche réussite, en tout cas pour les événements récents, notamment avec l'invasion russe en Ukraine. Dans l'ordre mondial, la France est considérée comme une puissance moyenne, même si elle a des atouts non négligeables, son armée et son rayonnement culturel. Emmanuel Macron ne veut pas qu'elle devienne le vassal d'une grande puissance. Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous avons des États-Unis d'Amérique qui sont nos alliés, qui est une grande démocratie avec laquelle nous partageons des valeurs et des intérêts communs, mais nous ne voulons pas en dépendre, ce que j'ai dit. Et nous avons la Chine, qui est un rival systémique, mais avec laquelle il nous faut continuer d'agir pour trouver des réponses aux défis communs, le climat, la biodiversité. Pour exister, Emmanuel Macron souhaite s'appuyer sur une alliance encore plus large que l'Union européenne, qui réunit les pays qui ne sont pas encore membres et ceux qui ne souhaitent pas l'être, sous une bannière qui est son idée, la communauté politique européenne. Il est important que le continent européen affirme ses valeurs propres qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles des États-Unis et moins encore celles de la Chine où on voit aussi de la Russie. Dans ce monde de brut, c'est important que l'Europe, au-delà de la seule Union européenne, se rassemble pour peser et montrer politiquement sa force. C'est seulement ainsi qu'elle pourra faire valoir ses intérêts. Cela permettrait aussi de développer des liens avec des pays encore tiraillés entre l'Europe et la Russie. La stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron, le nouvel ordre mondial, le bras de fer entre la Chine et les États-Unis, la nouvelle donne européenne provoquée par la guerre en Ukraine. Beaucoup de thèmes à aborder avec mes invités. Gérard Araud, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, vous publiez Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui aux éditions Grasset. Armelle Charrier, bonsoir. Vous êtes éditorialiste international à France 24, spécialiste en géopolitique, stratégie et défense. J'accueille également Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur de l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Et vous publiez cet Atlas des relations internationales aux éditions Armand Collin. Je commence donc par la diplomatie d'Emmanuel Macron. Gérard Araud, est-ce qu'il s'inscrit dans une tradition française, tradition de la diplomatie française, ou est-ce qu'il cherche à tracer une voie originale ? D'abord, il s'inscrit dans une tradition française qui veut que les dirigeants français pensent que la France doit avoir un rôle particulier dans le monde, qu'elle doit être active, qu'elle doit être présente sur la plupart des dossiers. Si vous comparez la France à des puissances finalement comparables, comme l'Italie ou même la Grande-Bretagne, vous vous rendez compte très rapidement que leurs chefs d'État ou leurs présidents du Conseil sont, je dirais, beaucoup moins activistes que le président de la République française. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Oui, dans votre livre, que c'est le retour à un monde des grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, Japon, Inde. Que peut peser la diplomatie française? Ça rejoint un peu ce que vous avez évoqué dans ce monde-là. Pas grand-chose ou finalement quand même un peu? Et d'abord, Emmanuel Macron, fidèle à lui-même et dans le en même temps, c'est-à-dire d'un premier point de vue, il parle beaucoup du multilatéral, mais ensuite il dit il faut que la France ait une voix particulière, en particulier vis-à-vis de la Chine, puisqu'il refuse l'embrigadement, je dirais, atlantiste, si j'ose dire, dans une sorte d'OTAN qui s'étendrait à la Chine. Donc de ce point de vue-là, là aussi, il y a là derrière, je dirais, toute cette tradition gaulliste, voire gaulo-mitterrandiste, qu'il reprend à son compte. En même temps, de nouveau, vous savez,
Tout le monde dit à l'époque du général de Gaulle, à l'époque de François Mitterrand, mais lorsqu'on regarde la réalité de leur politique étrangère, vous savez, ces grands hommes ne sont pas allés de succès en succès, ils n'ont pas changé l'ordre du monde. Il y a aussi des réalités lourdes, et je dirais que Emmanuel Macron s'inscrit dans ces réalités, s'inscrit dans le fait que la France est une puissance moyenne, que les rapports de force jouent plutôt en notre défaveur, hein. L'Occident est plutôt en recul sur la grande scène du monde, et qu'il essaye de faire avec ce que nous avons, il essaye de faire de son mieux. Armelle Charrier, Emmanuel Macron comptait beaucoup sur la présidence tournante de l'Union européenne pour asseoir une sorte de leadership en Europe. Évidemment, ça a été balayé par la guerre en Ukraine. Cette ambition, elle a été fragmentée en quelque sorte par la guerre. C'est-à-dire que tout son calendrier qui était prévu à l'occasion de cette présidence tournante, il est un peu passé à la trappe, quoi. Oui, alors qu'en plus, c'était vraiment un bon temps pour Emmanuel Macron, parce que c'était déjà avant la présidentielle, donc de facto, il y allait avoir quand même une partie de la présidence européenne qui allait être prise dans la présidentielle française. Donc il avait quand même concentré ses axes, et il avait un Royaume-Uni qui s'en était allé, une Allemagne qui était plus aussi présente que d'habitude. Donc il y avait un rôle français qui pouvait se faire jouer. Et en fait, il y avait aussi une volonté quelque part d'avoir, on parlait à ce moment-là beaucoup d'Europe de la défense, avoir une Europe de la défense. C'est pas tellement défense, c'est le fait d'avoir une responsabilité européenne sur les enjeux. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine, elle a redonné en fait de l'alliance de l'OTAN, et de la redonné de l'aura, à cette alliance. Et donc du coup, quelque part, toutes ces questions de défense, elles sont passées effectivement plutôt sur un milieu plus atlantiste. C'est-à-dire que lorsque l'on est aujourd'hui accaparé par l'OTAN, forcément, du coup, on parle moins de la souveraineté des États. Alors ça a été un peu cette cassure en fait qui s'est mise en place, c'est avoir à la fois besoin d'Europe et en même temps avoir besoin de ce bouclier américain. Et ça correspondait pas à l'envie d'Emmanuel Macron, qui avait parlé de mort cérébrale de l'OTAN à un moment donné pour le revivifier, mais qui avait aussi une volonté à un moment donné de dire on doit exister à côté des Américains. Et il avait en tout cas fait ces déclarations-là. On attendait les actes, on voulait savoir avec quel pays il allait pouvoir le faire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pays européens qui étaient prêts à suivre derrière, donc il fallait quand même aller taper sur l'épaule d'un certain nombre de personnes. Est-ce que les Grecs allaient suivre? Est-ce que les Italiens allaient suivre? Chaque pays en fait européen a un peu une histoire avec les Américains qui fait que quand on doit parler ensemble, il faut quand même qu'il arrive à trouver ce qu'il peut avoir vraiment en commun avec les autres. Et là, ça a été un peu, à mon avis, sa frustration. Pascal Boniface, un peu la même question. Que pèse la voix d'Emmanuel Macron en Europe aujourd'hui? Moins et moins maintenant depuis la guerre d'Ukraine. C'est vrai que c'est le projet français, et je le dis à regret, mais je le constate, le projet français d'autonomie stratégique européenne, c'est lui qui en est à mort cérébrale. C'est pas l'OTAN. Parce que tous les pays européens ont été effrayés par l'agression russe de l'Ukraine, et tous se sont dit, il n'y a qu'un seul pays qui peut nous protéger, ce sont les États-Unis. Et si on commence à discuter d'autonomie stratégique européenne, ça va faire peur aux Américains qui vont se retirer, qui vont nous abandonner. Donc en fait, les fondements de la politique, disons, gaulo-mitterrandiste dont Macron se revendique, qui est d'avoir un dialogue suivi avec Moscou pour se donner des marges de manœuvre, notamment par rapport aux États-Unis, et de travailler à cette autonomie stratégique européenne. Ces deux possibilités sont pas mortes définitivement, mais en tous les cas, elles sont très mal pensées. Elles ne sont plus en état d'être mises en œuvre pour les années. Et effectivement, dans ce discours, moi j'étais frappé, il a employé 4 ou 5 fois le terme « vassaliser ». En parlant effectivement de n'être pas vassalisé par les États-Unis. Là, vous parlez de son discours face aux ambassadeurs la semaine dernière. Par rapport à la Chine, mais en même temps, et je rejoins ce qu'il y a eu auparavant, la contradiction, c'est qu'il veut à la fois l'autonomie et la cohésion européenne. Mais pour l'instant, on ne peut pas avoir d'autonomie et de cohésion européenne puisque les autres Européens n'en veulent pas. Alors ce bilan diplomatique d'Emmanuel Macron, il s'évalue aussi à l'aune, vous l'avez évoqué rapidement, de ses relations avec Vladimir Poutine. Sur ce thème, sur quelques autres aussi, lorsqu'il parle de son successeur, François Hollande était critique ce matin sur France Inter. Emmanuel Macron est à l'image d'une partie de la classe politique française qui a toujours eu pour Vladimir Poutine, je ne parle pas pour la Russie, pour Vladimir Poutine, un certain nombre d'indulgences. En réalité, ce serait de notre faute, on n'aurait pas suffisamment dialogué, on l'aurait finalement encerclé, on l'aurait même agressé. Vous reconnaissez le changement d'attitude d'Emmanuel Macron ces dernières semaines ? Après, Emmanuel Macron a été amené, notamment dans la période qui a précédé la guerre, à constater que l'art du mensonge était pratiqué, mais avec un brio exceptionnel par Vladimir Poutine.
Gérard, vous dites dans votre livre qu'il n'existe pas de bonne diplomatie sans l'empathie pour l'interlocuteur et même l'adversaire. Donc si je vous comprends bien, Emmanuel Macron avait raison de maintenir ce lien avec Vladimir Poutine. Moi je pense tout à fait qu'il avait raison de maintenir le lien, et j'ajouterais même qu'il a raison de vouloir le maintenir aujourd'hui. De nouveau, je sais bien que le Premier ministre polonais a dit on ne négocie pas avec Hitler. Mais moi, donc, j'ai dit à mes amis polonais, allez-y, allez jusqu'au Kremlin, obtenez que Poutine se suicide dans les ruines du Kremlin. Non, on ne le fera pas. Donc, on devra négocier avec Vladimir Poutine s'il y a un traité de paix, s'il y a une paix entre l'Ukraine et la Russie, et ce n'est pas acquis. La diplomatie, c'est pour parler au diable. Et donc, je trouve que Emmanuel Macron a parfaitement raison, à condition de ne pas être naïf, et je pense qu'on ne peut pas l'accuser d'être naïf, parfaitement raison de maintenir le fil avec Vladimir Poutine pour, le cas échéant, lorsque le moment viendra, et on n'y est pas, éventuellement nouer les fils d'une négociation. Est-ce qu'il y a en parallèle de cette diplomatie des tentatives des forces spéciales américaines d'éliminer Vladimir Poutine? Ça, j'en sais rien, ça c'est du roman policier. Et en général, la diplomatie, vous savez, en général, la politique étrangère et le roman policier ne font pas bon ménage. Moi, je ne crois pas tellement au complot et aux conspirations pour mettre un terme à cette affaire. Puis vous savez, même si on se débarrasse de Poutine, là aussi, il y a, je pense, une trop grande concentration sur la personne de Poutine, mais ça peut être pire, parce que les gens autour de lui, c'est des nationalismes durs, des nationalistes durs. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas l'acte de folie d'un homme isolé, c'est tout un système politique qui a mis en œuvre une politique sur laquelle ils sont globalement d'accord. Est-ce qu'il est forcément plus menteur que les autres? Je rebondis sur la phrase de François Hollande, Pascal Boniface. On parle de Vladimir Poutine. Il y a quand même Donald Trump aux États-Unis qui n'était pas vraiment qu'un goût de la vérité. Boris Johnson n'a pas un rapport à la vérité très développé. Et il y a quand même François Hollande qui lui-même a négocié avec Poutine. Ça s'appelle un retour de boomerang. Les accords de Minsk, c'est quand même sous François Hollande qu'ils ont... Bon, là, c'est les règlements de compte personnels entre eux. Mais effectivement, c'est bien. Soit on fait la guerre jusqu'au bout et on renverse Poutine, on le fera pas parce qu'il a l'arme nucléaire, soit il fera bien parler avec lui, et donc c'est juste une réalité. Alors bien sûr il est brutal, il est autoritaire, bien sûr il a commis des crimes de guerre, tout ceci est vrai, mais il y a deux solutions, soit on gagne la guerre mais on ne veut pas la faire, donc on la gagnera pas, soit on négocie avec lui. Alors ce second mandat d'Emmanuel Macron, il commence avec une réforme de la haute fonction publique qui touche les diplomates. Tam Tranu, vous pouvez nous rejoindre pour nous expliquer ce que prévoit exactement cette réforme pour les diplomates du Quai d'Orsay. Cette réforme, elle prévoit tout simplement l'extinction des corps diplomatiques les plus prestigieux. Alors, il y a 5 grades et les 2 grades les plus élevés, conseiller des affaires étrangères et ministre plénipotentiaire, qui permettent ensuite d'accéder au poste d'ambassadeur, vont donc disparaître pour être refondus dans un seul et même corps, celui des administrateurs de l'État. Conséquence, à partir de 2023, n'importe quel membre de ce corps, qu'il soit préfet, inspecteur général des finances ou issu du corps diplomatique, pourra donc devenir ambassadeur. Et donc, les hauts fonctionnaires sont en quelque sorte mutualisés, de quoi crier à la diplomatie en extinction, au service public en danger. Ce sont les slogans qui animaient la grève du 2 juin dernier au ministère des Affaires étrangères, 2e grève de l'histoire de cette institution. Que craignent-ils exactement? Alors, ils s'inquiètent d'une perte de professionnalisation à terme de prestige de la diplomatie française. Difficile quand on a passé un concours spécifique avec des compétences particulières en langues étrangères, avec des compétences particulières en matière de négociation, de découvrir qu'on va donc être finalement mélangé au pot commun. Certains craignent aussi à terme une mutualisation complète du corps diplomatique avec donc tous les autres grades. Et face à la levée de bouclier, Emmanuel Macron a gardé le cap. Écoutez. Défendre un métier, ce que je fais profondément et ce à quoi je suis attaché, comme vous, n'a jamais signifié défendre un corps. Ce que la réforme de la haute fonction publique doit permettre d'enrichir, c'est de consolider précisément les filières d'expertise et les filières métiers qui sont indispensables à la réussite de notre action diplomatique. Et ensuite, il nous faut pouvoir déployer encore plus largement ces talents au sein de l'État, parce que nous en avons besoin, et mieux agréger aussi les compétences techniques venant d'autres horizons au cœur de notre diplomatie, et vous le savez parfaitement.
Notez aussi que dans le même discours, Emmanuel Macron a fait valoir que le nombre d'emplois au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères allait augmenter pour la première fois depuis 30 ans, histoire de mieux faire passer la pilule. Puis notez enfin la crainte de nomination de plus en plus politique au poste d'ambassadeur, en clair de faire nommer les copains. On va quand même rappeler qu'il n'y a pas eu besoin de cette réforme pour que des nominations ne viennent pas du sérail, de Jean-Christophe Ruffin, nommé par Nicolas Sarkozy, ambassadeur au Sénégal en 2007, à Philippe Besson, l'écrivain qui avait suivi Emmanuel Macron lors de sa première campagne, nommé consul général à Los Angeles par le président de la République. Cela avait fait grincer déjà bien des dents. Bon, alors ça c'est pour la colonne moins, on va dire, les craintes ou les critiques. Qu'est-ce qu'on trouve dans la colonne plus? Quel bénéfice possible? Oui, parce qu'il y a aussi certains qui défendent cette réforme. Certains estiment que le Quai d'Orsay représente, je les cite, une rente à vie pour certains fonctionnaires et que ce n'est pas justifié. D'autres que le ministère est trop fermé sur lui-même. En 2019, Emmanuel Macron avait, lui, reproché aux diplomates français de ne pas vraiment appliquer sa ligne vis-à-vis de la Russie. Vous en parliez à l'instant. On écoute Emmanuel Macron en 2019. Et donc parfois le président de la République dit des choses, se déplace et dit quelque chose, puis la tendance collective pourrait être de dire « il a dit ça, mais enfin nous on connaît la vérité, on va continuer comme on a toujours fait ». Je ne saurais vous recommander de ne pas suivre cette voie. D'abord parce qu'elle est collectivement inefficace, elle nous enlève de la capacité à faire. Et donc, dans cette capacité à repenser les grandes relations, il y a notre relation avec la Russie. Voilà un reproche qui résonne donc un peu étrangement aussi aujourd'hui, alors que le contexte géopolitique a bien changé. On est passé donc du réchauffement diplomatique avec la Russie au retour de la guerre sur notre continent. Ce retour de la guerre sur notre continent, c'est d'ailleurs l'un des arguments mis en avant par l'Association française des diplomates de métier. Cette nouvelle association qui entend promouvoir la diplomatie française, qui est opposée à cette réforme, qui compte parmi ses membres d'honneur l'ancien ministre Dominique de Villepin, le négociateur du Brexit Michel Barnier ou encore Gérard Araud, votre invité sur ce plateau. Et donc la question est facile. Pourquoi pensez-vous que cette réforme n'est pas... D'abord, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est le Quai d'Orsay qui réagit, mais en réalité, le président de la République met un terme à tous les corps. Le corps préfectoral. Alors, les préfets sont plus obéissants que les diplomates, mais le corps préfectoral, c'est quand même Napoléon. C'est 2 siècles de tradition française. Et donc, il y a là derrière une vision de l'État qui est celle d'Emmanuel Macron, qui est, à l'évidence, qui n'est pas la vision traditionnelle de l'État. C'est la Start-up Nation. Donc voilà, on a un tas de gens et on va prendre les plus compétents. Voilà. Et ça va être, on va faire des panels, comme dans les entreprises privées, et on prendra les plus compétents. Alors pourquoi les jeunes diplomates réagissent ? Bien parce que lorsque vous êtes préfet, si vous êtes nommé dans un ministère des Finances ou ailleurs, voilà, bon, ça peut paraître acceptable. Mais lorsque vous avez fait 5 ans de chinois ou lorsque votre passion, c'est vraiment l'Afrique, si on vous propose d'être sous-préfet dans la Creuse, et puis c'est une manière aussi de dire, finalement, toute votre compétence... On s'en moque un petit peu, c'est pas ça qui compte. Vous passerez par des panels, on n'a pas besoin d'avoir vraiment des diplomates. Mais c'est pas tellement les ambassadeurs, parce que vous savez, les ambassadeurs, c'est déjà le président de la République peut nommer qui il veut comme ambassadeur. C'est déjà le cas, et je peux vous assurer que certaines ambassades, par exemple Rome, suscitent toujours beaucoup d'ambition. Et vous noterez d'ailleurs qu'elle n'est toujours pas pourvue, Rome, à l'heure actuelle. Je me demande, ça m'intéresse de savoir. Il va y avoir une bagarre. Il va y avoir une petite bagarre. Ouais. Donc c'est plutôt le reste de la fonction publique. Vous savez, je ne veux pas être trop long, mais un jour, un jeune diplomate a été nommé à Kaboul. Donc il est venu me voir en me disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Kaboul, j'ai dit « Bon, vous y allez. Si vous y allez, je vous garantis qu'ensuite, vous aurez un beau poste. » Donc il est allé à Kaboul, et ensuite, pour le récompenser, moi, je l'ai mis à New York. Et l'inquiétude, c'est qu'évidemment, les jeunes diplomates, on les envoie à Kaboul ou à Bujumbura, et qu'il y ait des gens qui arrivent et qui se disent « Tiens, un inspecteur des finances qui dit « Tiens, moi, j'ai envie d'aller passer 3 ans à Washington. Moi, j'ai envie d'aller passer 3 ans à Rome. » Vous voyez, ça devient... Ce système fait qu'on ne peut plus gérer vraiment un métier qui est différent des autres. Vous savez, à l'heure actuelle, lorsque vous avez une épouse qui travaille ou un époux qui travaille, être envoyé changer tous les 3 ou 4 ans de poste, c'est compliqué. Vous savez, on est le ministère des divorces. Puis les enfants qui tous les 3-4 ans doivent changer d'amis. Donc c'est un ministère, je ne vais pas faire pleurer sur les diplomates, Ferrero Rocher, je sais ce qu'il en est. Mais voilà, c'est en même temps un beau métier, un métier assez difficile. Et cette manière de nous dissoudre dans le pot commun n'est pas très
populaire chez nous. On l'a bien compris. Dans ce discours, Armel Charrier, le président de la République a exhorté nos diplomates à être plus réactifs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est en creux, est-ce que c'est pas encore un peu poussiéreux? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que j'ai entendu dans cette phrase d'Emmanuel Macron, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est l'idée que l'image d'un pays, elle se joue là aussi maintenant, et qu'on ne peut pas le sous-estimer. C'est sûr qu'a priori, quand on va sur un réseau social, il y a aussi des mouvements de contestation qui peuvent arriver. Donc ça veut dire qu'on peut aussi recueillir une parole auquel on n'aurait pas pensé, etc., etc. Alors c'est vrai, certainement que dans la diplomatie actuelle, c'est pas le moyen le plus simple d'expression, et que en plus ça va vite, donc il faut peut-être à un moment donné davantage peser les verbes et donc choisir les expressions. Mais c'est peut-être aussi ce que reproche un peu le président Macron, c'est de dire à un moment donné, il faut que ce soit plus jeune, il faut que ce soit plus dynamique. C'était un peu la réflexion qu'il leur faisait quand il parlait de la Russie, où grosso modo c'était on peut voir ces choses différemment, faites aussi confiance à un président plus jeune qui arrive avec une expérience plus neuve, et donc du coup arrêtez de traîner les... Et puis il y avait un petit ton de menace là, pardon de vous interrompre, mais dans la phrase d'Emmanuel Macron, si vous cherchez à ne pas appliquer ma politique, faites attention, quoi. C'est ce qu'on... Et puis en même temps, moi, je rajouterais juste par rapport à ça que c'est vrai que quand on se demande souvent où est-ce que la France peut avoir une spécificité, par son corps diplomatique, elle avait cette spécificité. C'est-à-dire qu'on avait la capacité de connaître des pays, de les connaître depuis fort longtemps, parce que vous faisiez votre carrière souvent, effectivement, par un certain nombre d'endroits, et donc que vous ameniez cette délicatesse et cette précision-là. Et cette délicatesse et cette précision-là, on en aurait bien besoin dans un conflit comme quand on a avec Poutine. On aurait bien besoin qu'à un moment donné, plutôt que de dire c'est une brute qui est en train de s'exprimer, on puisse expliquer qu'est-ce que c'est que la vision russe de choses qui sont à l'intérieur. Et comme la France, elle a une position particulière en Europe, et on est justement du côté des Américains, mais on est aussi européens parce qu'on regarde aussi du côté de la Russie, on ne parle pas comme des pays baltes, ou on ne parle pas comme la Pologne. Et c'est tout ça, en fait, qui aujourd'hui est un peu balayé. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi remettre un peu du cœur à l'ouvrage là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a unanimité sur le jugement porté sur cette réforme? Oui, effectivement, je la vois très négativement. Un diplomate, c'est un métier, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors, dire que les diplomates sont fermés sur eux-mêmes, ça correspond à une image dépassée. Ouais. Il y a beaucoup de caricatures. Bien sûr, quand les diplomates font grève, ça bloque personne. Mais bon, on a quand même besoin de gens qui sont au contact. Et moi, je me balade dans pas mal d'ambassades, enfin, en période de Covid. Il faut voir que les gens, quand même, sont actifs, sont en phase avec la société civile. C'est plus les diplomates qui ne reçoivent que lors de réceptions un peu compassées, les chefs d'État et les élites de pays. Il y a une diplomatie économique, les gens cherchent des contrats, ils vont dans les universités faire des conférences, etc. Et lorsqu'il avait, en 2019, dénoncé l'État profond qui s'opposait à lui, il fallait changer les gens. Parce que lorsque De Gaulle et Mitterrand ont toujours été suivis par les diplomates, et les diplomates sont plutôt légitimistes et loyalistes et légalistes. Donc c'est vraiment... Et dire comme c'était... Bon, il y a toujours eu des nominations extérieures. Il faut, bien sûr, ouvrir. Il ne faut pas que les gens soient fermés sur eux-mêmes. L'exemple qui a été cité, je suis désolé, mais on ne peut pas comparer Jean-Christophe Ruffin, qui a fait un très bon boulot à Dakar, avec Mitterrand, qui nomme son médecin aux Seychelles. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, mais ces nominations, il faut un peu de respiration. Comme tout corps, il faut qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est un métier qui ne se résume pas à cela. Et on risque, et finalement, moi je ne serais pas étonné que le prochain président revienne sur cette réforme. Alors on va parler de ce nouvel ordre mondial et notamment de ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis avec en filigrane la question de la supériorité des valeurs démocratiques. Laetitia, il y a un relatif consensus en France pour dire que nos démocraties sont en faillite ou en péril dans ce nouvel ordre mondial. Oui, en péril. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas attendu la guerre en Ukraine, vous l'avez dit tout à l'heure, Gérard Rauraud, pour voir des nouvelles puissances émerger, la Chine, l'Inde, la Turquie, la Russie. On avait bien compris que l'équilibre mondial était neuf après la guerre froide, cette opposition Est-Ouest. Et puis le triomphe souvent prosélyte finalement des démocraties. C'est vrai qu'on entend de plus en plus de voix en France qui constatent le péril dans lequel les démocraties sont. Et d'ailleurs, on va réécouter un extrait de l'interview de l'ex-chef d'État François Hollande ce matin sur France Inter, parce que lui-même le constate. Si bien Vladimir Poutine que Xi Jinping et que les personnes qui les entourent considèrent que nous sommes des sociétés décadentes, déclinantes, qui sont appelés à un moment, non pas à disparaître, mais à se retirer de la scène internationale. Ils ont tort. Il y a une partie de constat
qu'ils font en regardant le fonctionnement de nos démocraties, divisées, incapables de prendre un moment des décisions courageuses. Et ils revendiquent, ces deux dirigeants, et pas seulement ces deux-là, ils revendiquent le fait que les régimes autoritaires sont donc supérieurs aux régimes de liberté et aux démocraties, que ce sont les régimes autoritaires qui peuvent voir loin. Et il est vrai que lorsque le président chinois ou le président russe rencontre un dirigeant occidental, il sait que lui restera encore là pour les 2 ou 3 décennies qui suivront, alors que le responsable occidental aura disparu. La démocratie régime idéal, c'est de moins en moins partagé. En tout cas, c'est ce que se croyaient les Occidentaux avec les Américains. Hein. C'était un peu un slogan, on va dire, dans le monde. Et puis, finalement, c'est vrai que les opinions publiques elles-mêmes témoignent d'un certain doute. Parce que, rappelez-vous, George Bush qui avait désigné comme ça l'ordre du mal, l'axe du mal. Finalement, les opinions publiques, quand on les interroge, ne sont plus si unanimes sur la nocivité des régimes autoritaires. Et ça, Vladimir Poutine l'a tout à fait compris hier dans son discours à Vladivostok. Il a carrément dénigré l'Occident collectif, je le cite, qui maintient un vieil ordre mondial avec des règles injustes qu'ils ont inventées, qu'ils violent régulièrement. Il a même parlé de la tentative agressive de l'Occident pour imposer son modèle aux autres pays. Évidemment, il a posé la Russie au centre de ce nouveau monde tourné vers l'Asie-Pacifique. Et avec une autre question, celle des États-Unis. Les Américains ne sont plus les gendarmes du monde. C'est toute la question, Thomas, et je rebondis sur ce que vous avez dit, vous, Gérard Haro, ce matin chez nos confrères de BFM TV. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a plus de gendarmes américains dans ce nouvel ordre mondial. Or, quand même, quand on regarde que les Américains continuent de fournir des armes aux Ukrainiens, malgré la menace répétée de Vladimir Poutine, et puis quand on regarde aussi le poids de l'OTAN sur la scène géopolitique, on se pose cette question. Est-ce que, définitivement, le règne des Américains et le gendarme américain a disparu? C'est-à-dire que les États-Unis resteront la première puissance au monde et pendant sans doute plusieurs décennies. Mais ce que moi j'avais trouvé intéressant, c'était le discours de Joe Biden lors du retrait de Kaboul. Donc au mois d'août 2021, où il avait dit « Désormais, nous n'interviendrons que pour la défense des intérêts essentiels des États-Unis ». C'est-à-dire, on a une certaine continuité entre Obama, Trump et Biden. Les États-Unis sont fatigués. On a l'impression d'avoir conduit des opérations militaires, l'Irak, l'Afghanistan, qui ont duré longtemps, qui ont coûté très cher et qui finalement, fondamentalement, ont été des échecs. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, au fond, nous doutons de nous-mêmes. C'est-à-dire, les États-Unis doutent d'eux-mêmes. Nous doutons de nous-mêmes parce que, à cause du populisme ambiant dans toutes les démocraties occidentales. Mais en même temps, en plus, il y a une modification des rapports de force. Je le dis, les États-Unis sont la première puissance et le resteront, mais désormais, avec l'émergence de la Chine, on voit bien que le rapport de force global a changé et il change aux dépens des Occidentaux. La France, l'économie française est passée ainsi derrière l'économie indienne, voyez, et tous ces mouvements vont se poursuivre et c'est naturel. Vraiment, c'est un nouvel équilibre. D'une certaine manière, nous sortons des 2 siècles de domination du monde par l'Occident que nous considérons comme normal, mais qui finalement ne l'est pas. Et nous devons donc essayer de nous accommoder de cette nouvelle réalité. Certainement pas en nous accrochant à notre statut, certainement pas en faisant bloc de l'Occident, n'est-ce pas, face à tout le monde, une sorte de bloc obsidional. Mais il faut essayer d'apprendre sans doute beaucoup de modestie, beaucoup de flexibilité, et puis comprendre ce que les autres et écouter les autres. Armelle Charrier, quel bilan vous faites des relations d'Emmanuel Macron? On va d'abord parler là, des États-Unis. Est-ce qu'il a trouvé la bonne distance? Avec les États-Unis? Oui. Il y a eu un changement de cap, effectivement, entre Trump et entre Biden. On a eu effectivement des moments qui étaient plus tendus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment la bonne distance? Il la cherche encore, peut-être? Il la cherche certainement sur cette notion, en fait, de liberté française et qu'on voudrait quand même encore incarner avec aujourd'hui une alliance qui devient de plus en plus pesante avec la guerre en Ukraine. C'est ça en fait un peu la difficulté avec les Américains. C'est qu'aujourd'hui, comme on est dans une guerre où il y a derrière des demandes d'armement, des demandes d'intervention, etc., quelle est la capacité de faire entendre parfois des voix différentes? Or, je pense qu'Emmanuel Macron, par moment, justement, quand il va discuter avec Vladimir Poutine ou à ces moments-là, a des envies aussi d'avoir une capacité de réflexion
propre à la France. Mais dans ces cas-là, il faut effectivement aussi avoir un budget conséquent et on va avoir de moins en moins un budget conséquent. Sur la faillite des démocraties, on parle de match, le mot est un peu trivial, mais cette question des valeurs démocratiques et de leur place dans le monde, de presque, j'allais employer le terme, de leur popularité, Pascal Boniface, elles sont effectivement de plus en plus contestées ou remises en cause ? Elles sont contestées chez elles. Ouais. Il y a quand même eu le 6 janvier l'assaut du Capitole. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Regardez la faiblesse interne des gouvernements français, de la coalition allemande. Regardez ce qui se passe en Italie. Les démocraties ne sont pas en bonne forme. Et donc, elles doutent d'elles-mêmes et on peut... Bon. Et puis, ce qui a changé surtout, c'est, je rejoins ce que disait Gérard Araud, c'est que pendant très longtemps, nous, démocratie occidentale, forte de nos valeurs dites universelles, on a voulu faire la leçon au monde entier. Et ce que le reste du monde nous dit maintenant, c'est... écoutez, on n'a pas envie de vous écouter, on a nos propres valeurs, on a nos propres intérêts, et en tous les cas, vous n'êtes pas toujours aussi vertueux que vous le prétendez, et donc on va défendre nos intérêts, on ne va pas vous suivre aveuglément. Et c'est ça qui change. Et par rapport à Emmanuel Macron, effectivement, lui, il est un peu coincé, parce que par rapport à l'Europe, il est obligé de suivre les États-Unis sur la Russie. La marge de manœuvre qu'il essaie de garder, c'est par rapport à la Chine. Il a beaucoup insisté dans son discours pour que, par rapport à la demande très forte des États-Unis de faire une grande coalition anti-chinoise au nom justement de cette alliance des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, Emmanuel Macron a beaucoup insisté dans son discours pour dire non, ne soyons pas vassalisés, nous avons des intérêts spécifiques à l'égard de la Chine et ne faisons pas une sorte de prophétie autoréalisatoire en solidifiant l'axe entre Moscou et Pékin. Alors justement, vous l'évoquiez, je vous propose d'écouter un extrait de ce discours d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs, c'était il y a une semaine, sur la diplomatie française et la Chine. La géopolitique se structure progressivement autour d'une compétition entre les États-Unis et la Chine. Et cette compétition, elle est problématique pour nous à plusieurs égards. D'abord parce qu'elle incite la Chine, et nous le voyons à l'œuvre, à redéfinir les règles du jeu international en installant un narratif selon lequel ces règles, au fond, seraient centrées sur la puissance américaine. Et ce qui était un consensus universel et établi est maintenant quelque chose qu'ils peuvent légitimement contester et, en proposant d'ailleurs, cherche à bâtir des solutions, des valeurs qui conviennent mieux à plusieurs géographies. Un ordre international qui soit en concurrence, en compétition avec celui dont Washington était le garant en dernier ressort, mais enfin qui était aussi le nôtre, à tous ces égards. Ça fragilise la capacité de l'ordre international. Gérard Araud, vous expliquiez dans votre livre que le diplomate doit se mettre dans les chaussures du dirigeant chinois, observer ce qui se passe aux frontières de ce pays gigantesque. Ça explique beaucoup de choses. On oublie ça. Qu'est-ce qui se passe aux frontières de la Chine pour comprendre finalement l'attitude ou la diplomatie chinoise ? Le fondement de la diplomatie, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut essayer de rentrer dans la sphère cognitive de l'autre, dans le monde de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec lui, mais pour essayer de comprendre ce qu'il fait, et non pas simplement pour dire c'est l'empire du mal, c'est l'axe du mal. Voyez, si vous regardez la Chine, si vous vous mettez à Pékin, et de Pékin vous faites le tour de votre pays, toutes vos frontières plus ou moins sont déstabilisées ou tenus par des pays qui vous sont hostiles. Vous avez l'Afghanistan, vous avez l'Asie centrale déstabilisée, la frontière avec l'Inde n'est même pas fixée, et les deux pays sont évidemment des pays qui ont fait la guerre, enfin c'est la Chine qui a envahi l'Inde, vous avez Taïwan, vous avez la péninsule coréenne, ainsi de suite. Et donc d'un point de vue chinois, surtout que les Chinois ont le sentiment de redevenir la première puissance qu'ils étaient, jusqu'en 1750, la Chine était la première puissance mondiale. Il ne faut pas l'oublier, et eux ne l'oublient certainement pas. Donc moi, si je suis un géostratège chinois à Pékin, je dis, bon, les enfants, ça va pas bien, il faut donc améliorer la situation. Alors par exemple, la mer de Chine du Sud, ils violent le droit international, j'en suis d'accord, mais par là arrive 80% de l'énergie chinoise. Alors n'oublions pas qu'en relation internationale, toute mesure défensive est vue comme offensive par l'autre côté. Donc vous pouvez considérer d'un point de vue chinois que contrôler la mer de Chine du Sud, c'est un acte défensif pour protéger l'accès de l'énergie, cette énergie dont ils ont tant besoin. Et donc le problème que nous avons avec cette nouvelle puissance, c'est de dire, attendez, mais est-ce qu'on peut lui laisser un peu de mouvement ou est-ce qu'on va l'arrêter tout de suite ?
voyez, en relation internationale, on sait que c'est une situation qui est très dangereuse, parce que d'un côté, vous avez une puissance un peu déclinante, en relatif, les États-Unis, de l'autre, vous avez la Chine qui joue des coudes, et donc il y a un moment où est-ce qu'ils comprendront quelles sont les lignes rouges de l'un et de l'autre? Est-ce que les États-Unis accepteront l'idée que la Chine, finalement, est une puissance? Vous savez, quand vous regardez la Chine, il y a 70 bases américaines en Asie et dans le Pacifique. Quand vous regardez, vous avez l'impression aussi, vu de Pékin, que le pays est évidemment encerclé. Évidemment, des États-Unis n'ont pas du tout la même vision de la situation. Donc, ça va être, dans les années qui viennent, c'est la relation, le président de la République l'a dit, c'est la relation qui va structurer les affaires étrangères. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver un modus vivendi? Est-ce qu'il va y avoir des incidents? À mon avis, il va y en avoir, des incompréhensions de part et d'autre, des malentendus. Est-ce qu'il y aura un Sarajevo 1914, la guerre mondiale, je ne pense pas, parce que ce sont deux puissances nucléaires. N'oublions pas ça. Oui. Dieu merci, la dissuasion nucléaire joue son rôle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait chercher à comparer les tensions sino-américaines avec la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Eh bien, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, à cette question, il répond non, c'est pas la guerre froide. La Chine est le seul pays qui a à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et de plus en plus les moyens de le faire sur les plans économiques, diplomatiques, militaires et technologiques. Nous ne recherchons pas un conflit ou une nouvelle guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à les éviter. Nous ne voulons pas empêcher la Chine de jouer son rôle de puissance majeure ou empêcher la Chine ou tout autre pays de faire croître son économie et de défendre les intérêts de son peuple. Alors ça, c'est le discours officiel diplomatique. On est fin mai, c'est intéressant de le rappeler, Armel Charrier, parce qu'ensuite, il y a eu les faits, ces tensions, notamment, vous l'évoquiez, autour de Taïwan, la visite sur place de Nancy Pelosi, qui est la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Comment vous l'avez analysé, cette visite? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En plus, ça arrive en plein pendant la guerre en Ukraine. Donc, justement, quand on voit qu'avec la Russie, comment est-ce que ça réagit? Donc, forcément, c'est qu'on va tester, on va prendre le pouls, on va voir comment est-ce que vont se comporter les Chinois derrière. Elle savait forcément qu'elle allait les déranger, que derrière, il y allait avoir une réaction. Mais c'est aussi le moyen, à un moment donné, des Américains de montrer qu'ils ne lâchent pas, qu'ils sont quand même présents et que, donc, du coup, ils s'intéressent aussi pendant ce moment d'été où tout ça s'est produit, où il fallait aussi rappeler, effectivement, qu'il n'y avait pas que l'Europe et que la Chine redevenait. Donc il y avait peut-être aussi de la part des Américains, à un moment donné, une capacité de réflexion, de se dire que peut-être qu'ils étaient allés dans la guerre avec la Russie, ils avaient un peu oublié leur ennemi et que donc du coup il fallait se reconcentrer sur la Chine. En plus la Chine est prise dans le Covid, etc. Donc ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes, je pense, en visite, en sachant qu'effectivement derrière, les Chinois vont réagir. Et donc ils vont réagir à la fois militairement, mais ils vont réagir aussi économiquement, ils vont réagir aussi diplomatiquement, parce que tout ça est imbriqué aujourd'hui et qu'il y a une réflexion qui se fait sur les sanctions américaines qui est aussi poussée. Oui. Pascal Boniface, dans le discours, dans cet extrait du discours d'Anthony Blinken, c'est intéressant. On peut se dire, alors là on n'est plus au-delà de la visite de Nancy Pelosi, sur la capacité des Américains à accepter de laisser cette puissance chinoise. Oui, mais alors la question, elle est là. Ils n'acceptent pas. Ils l'acceptent pas. Pour l'instant, c'est du blocage. Depuis 1945, ils sont la première puissance du monde. Ça veut dire que tous les Américains vivants... On pourrait dire qu'il faut laisser un rôle un peu proportionnel à la puissance de la Chine. Quand on est premier, on ne veut pas être dépassé dans tous les domaines. En 2001, la Chine pèse 10% du PIB américain. Elle en pèse aujourd'hui 70%. C'est angoissant pour les Américains. Et donc, effectivement, ils ne peuvent pas... En plus, ils pensent qu'ils sont supérieurs moralement à la Chine, qu'ils méritent cette première place et qu'il serait tout à fait injuste que la Chine leur prenne le rôle qui est le leur de tout temps et de toute éternité. Et pour revenir sur la visite de Nancy Pelosi, on voit bien la différence entre gesticulation et géopolitique. Parce que Biden était opposé à cela. Alors, tout le monde a applaudi le geste courageux de Mme Pelosi. Elle a rien risqué. Mais au moment où Blinken essayait de séparer un petit peu la Chine de la Russie, on a raffermi les liens entre Moscou et Pékin. On a effectivement durci le ton de la Chine. Tout ça pour, je dirais, un triomphe médiatique de Mme Pelosi qui a été à l'encontre non seulement de la sécurité de la région, mais même des intérêts nationaux américains. Et donc, très souvent, les postures sont de l'imposture et elle l'a prouvé. Dernier chapitre, il nous reste un peu moins de 10 minutes dans ce sens public. Un chapitre centré sur l'Europe. Gérard Araud, on l'a évidemment dit plusieurs fois, on redécouvre
vous, la guerre sur le territoire européen depuis 6 mois. Vous dites qu'on doit se réhabituer à vivre une tragédie et non un drame bourgeois. Ça m'a surpris cette expression. On vivait un drame bourgeois. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait un conflit, on oublie que nous sommes quand même le continent de la guerre. Hein. Au XVIIe siècle, il y a eu une seule année sans guerre en Europe, 1669. Donc nous sommes le continent, donc nous avons donné au monde 2 guerres mondiales, etc. Mais depuis 1945, à part la guerre civile en Yougoslavie, nous avons eu l'impression de nous être débarrassés de la guerre. Et nous avons l'Union européenne qui est, on l'oublie, un mécanisme de maintien de la paix. Ouais. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des différends entre Européens, on va dans les corridors de Bruxelles et on règle ça par les négociations et on arrive toujours à des compromis. Et donc, on pouvait penser qu'on pourrait régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie par la négociation. C'est-à-dire qu'on pense que c'est ça la manière de faire des relations internationales modernes, que la guerre, c'est archaïque. Et donc, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, tout le monde a dit « mais il est fou ». Parce qu'on n'arrivait pas à imaginer qu'il y ait une rationalité de la guerre. Nous sommes sortis de l'histoire d'une certaine manière. Comme je dis, nous sommes un peu des bisounours. Et d'un seul coup, nous avons... Alors, en plus, nous avons pu le faire parce que nous étions sous la protection américaine. Disons-le clairement aussi. Ça nous a permis... La protection américaine, qui d'abord interdit les disputes un peu trop tendues entre les partenaires. Les Américains ont soutenu la création au début de l'entreprise européenne. Et ça nous a permis de ne pas faire des efforts militaires très importants, puisqu'on était protégés par les Américains. Nos amis allemands en ont, et les Italiens encore pire ou mieux, en ont profité. Eh bien voilà, c'est fini. Donc de nouveau, les États-Unis ont été rattrapés par les Basques, par Poutine, parce qu'ils étaient en train de partir sur la pointe des pieds de l'Europe. Moi, je connais bien l'administration Biden. En gros, ils aiment beaucoup les Européens, mais ils les considèrent comme étant la vieille grand-mère qu'on aime beaucoup, qui a été un peu violentée parce que Trump était vulgaire. Mais voilà, on n'attend rien, parce que c'est en Asie qu'il y a non seulement le risque, la Chine, mais il y a aussi les potentialités de croissance. Les Américains raisonnent aussi dans ces termes. N'est-ce pas ? Nous, à 2%, on est fiers de notre croissance. L'Asie, c'est à 7 ou 8%. Donc, il y avait vraiment une volonté de la puissance américaine. Et là, bon, elle est rattrapée. Et donc, les Européens, nous devons nous adapter à ce nouveau monde. La guerre est possible de nouveau. Que va faire Erdogan ? Tôt ou tard, vous voyez, on le voit bien. Il monte le ton face à la Grèce. Il a déjà plusieurs reprises menacé la zone économique grecque et les eaux territoriales chypriotes. Jusqu'où ira-t-il ? Voilà, c'est un nouveau monde d'équilibre. Et moi, je ne pense pas qu'il faille faire la guerre. Au contraire, il faut avoir un gros bâton pour pouvoir négocier. Donc, il faut que les Européens... Vous dites même que le travail des diplomates, c'est d'abord d'empêcher la guerre. Ah ben surtout. Et je crains... Et voyez, d'une certaine manière, ça peut nous donner une leçon, parce que l'époque de la domination de l'Occident, ça a été aussi l'époque où l'Occident a utilisé la force à tort et à travers. Ça a été l'Irak, l'Afghanistan, échec. Ça a été aussi la France, en Syrie, et la France au Mali. Et l'on peut conclure que c'est aussi un échec. Donc peut-être qu'au moins, ce nouvel équilibre des puissances conduira les puissances occidentales, dont la France et peut-être les États-Unis, à se dire que, bon, il y a des diplomates, il faut négocier, il faut parvenir à des compromis, et que c'est sans doute mieux que de vouloir utiliser son gros marteau, parce que, comme vous le savez, lorsqu'on a un gros marteau, tout problème ressemble à un clou. Puisqu'on parle de l'Europe, je vous propose d'entendre une réaction du chancelier allemand Olaf Scholz. Il plaide pour un élargissement de l'Union. Je m'engage pour l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie et en perspective de la Géorgie. Une Union européenne de 30 ou 36 États, mais qui sera différente de notre Union actuelle. Je vous vois lever les yeux au ciel. Bah oui, ça ne marche déjà pas très bien à 27. Alors à 35, à 36, bon, l'Ukraine, c'est un peuple martyr. Là encore, on confond émotion et analyse. Le peuple est martyr, on doit l'aider, accueillir les réfugiés, l'aider militairement. Mais le pays n'a pas le niveau économique, le niveau de gestion pour rentrer dans l'Union européenne. Ça déstabiliserait. Si on veut que l'Union européenne soit en fait un espace économique impuissant, il faut l'élargir à tous ces pays-là sans prendre plus de garanties. Donc non, c'est vraiment... Enfin, de toute façon... L'Ukraine a quand même pris son ticket d'entrée pour rentrer dans l'Union européenne. Ça va prendre du temps. Parce qu'on a réagi dans l'émotion en disant c'est un signal envoyé à Moscou. Il faut aussi envoyer un signal à l'Ukraine qu'on est solidaire. Mais c'est confondre deux problèmes.
problèmes. Il y a le problème de la gestion de l'Union européenne. Est-ce que c'est un projet politique ? L'Ukraine, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce sera le 50e État américain qui sera membre de l'Union européenne. Armel Charrier, sur cette question de l'attractivité finalement de l'Europe, on a eu le sentiment que cette guerre en Ukraine pouvait renforcer l'attractivité pour l'Europe, dans notamment ces pays des Balkans. On a parlé de l'Ukraine, mais il y a d'autres pays qui candidatent. Est-ce que vous l'analysez comme ça, vous aussi, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ? Je pense que oui, forcément, il y a une attractivité de l'Union européenne quand on est européen, quand on est ukrainien, quand on a vu à côté, par exemple, un pays qui s'appelle la Pologne, qui était aussi pauvre que soi à l'époque, et puis une fois qu'il est rentré dans l'Union européenne, vous savez, c'est 20 km séparent la frontière, et puis d'un seul coup, vous avez des hôpitaux, vous avez des écoles, vous avez du loisir, vous avez un niveau de vie qui augmente, vous mangez de la viande plus souvent, et vous êtes dans des positions moins rurales. Donc forcément, ça fait rêver. Ensuite, forcément, il y a aussi des aiguillons qui ont été envoyés pour aussi, de la part des Américains, certainement, donner aussi une impulsion importante. Maintenant, la réalité, c'est qu'on est en train de parler à un moment un peu différent, parce que comme il y a eu la guerre, on a des pays européens qui sont en train d'exploser par les inflations, on a cette crise économique qui va se mettre en place, et on va voir aussi quelles vont être les conséquences sur l'Europe. Et ça va peut-être pas tout à fait ressembler à celle que l'on connaît. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle les titres de vos livres. Histoire diplomatique, Gérard Haro, Leçons d'hier pour le monde d'aujourd'hui, publié aux éditions Grasset. Et puis cet atlas des relations internationales, Pascal Boniface, atlas publié aux éditions Armand Collin. Belle soirée à toutes et à tous. Votre prochain rendez-vous politique, tiens, il sera encore question de diplomatie et de guerre en Ukraine, puisque Oriane Mancini reçoit demain matin le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC.